bonjour, chers élèves, ou plutôt chers futurs étudiants, puisqu'il ne reste que quelques jours avant l'examen du baccalauréat, soyons optimistes. La séance d'aujourd'hui sera relative à la dernière section de la partie 4 de notre programme, et donc elle va marquer la fin de ce programme, justement, de notre programme d'économie. Donc, cette partie 4, la mondialisation et ses enjeux, comporte 3 chapitres. Le premier est relatif aux échanges internationaux de biens et services, au cours duquel vous avez vu que le commerce international a beaucoup augmenté, surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez vu ça grâce au calcul d'un certain nombre d'indicateurs du commerce extérieur. Le chapitre 2, l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services. Lui, au cours de ce chapitre, on s'est focalisé sur les mutations, les changements qui ont accompagné cet essor formidable du commerce international. Mutations au niveau des produits échangés, au niveau de la division internationale du travail, de la spécialisation des pays. Le chapitre 3 a trait à un acteur majeur de ces évolutions, ce sont les firmes multinationales. Donc ce chapitre 3, lui aussi, comporte 3 sections. Au cours d'une première section, la notion de firme multinationale, donc il s'agissait d'identifier ce qu'est une firme multinationale, avant de passer aux mobiles, aux raisons qui poussent de plus en plus de firmes à devenir des firmes multinationales. La troisième section, section 3, celle que nous allons voir aujourd'hui, elle a trait aux effets de la multinationalisation sur le pays d'accueil. Donc avant vraiment de commencer ce cours, on va faire une petite remarque, un petit rappel d'abord, et puis une petite remarque. Un petit rappel concernant la firme multinationale. Qu'est-ce qu'une firme multinationale? Une firme multinationale, comme vous voyez sur le tableau, est constituée d'une société mère, donc qui est implantée au pays d'origine, et d'un certain nombre, d'au moins en tout cas une filiale, implantée dans un pays d'accueil. On parle de pays d'accueil, puisque ce sont les pays qui accueillent justement ces filiales. Donc cette implantation de filiales se fait grâce à un investissement direct à l'étranger. Chaque fois qu'une firme multinationale implante une filiale, elle réalise un investissement direct à l'étranger. Donc, le fait de retracer les flux d'investissement direct à l'étranger nous permet de caractériser ce phénomène de multinationalisation, puis de connaître aussi les pays vers lesquels sont destinés ces investissements directs à l'étranger. C'est-à-dire qu'on parle d'investissement direct à l'étranger sortant lorsqu'on se met du point de vue du pays d'origine et entrant lorsqu'on se met du point de vue du pays d'accueil. Donc, si on suit le mouvement ou les flux d'investissement direct à l'étranger entrant, on pourra savoir quels sont les pays d'accueil. Justement, la remarque concerne ces pays d'accueil, parce que généralement on confond pays d'accueil et pays en développement. Donc si vous regardez ce tableau qui retrace les investissements directs à l'étranger entre 1980 et 2018, on peut faire plusieurs constats. Le premier concerne au fond le montant de ces flux. On voit bien qu'entre 1980 et 2018, le montant de ces flux a très fortement augmenté. Pour être exact, entre 1980 et 2018, les flux d'IDE entrants ont été multipliés par plus de 32, ce qui montre l'influence grandissante, en tout cas l'importance de ce phénomène, parce que l'augmentation de ces flux a été bien supérieure à l'augmentation du PIB mondial ou même à l'augmentation des échanges internationaux de biens et services. Donc ça, c'est le premier constat. Un deuxième constat, toujours en se référant à ce tableau, c'est que lorsqu'on regarde les différentes parts des économies développées ou des économies en développement dans ces flux d'investissement direct à l'étranger, on voit que, par exemple, pour l'année 2000, les économies développées ou les pays développés recevaient 81% de ces flux, contre 19% seulement pour les économies en développement. Donc, dire que les pays d'accueil sont essentiellement des pays en développement est faux. En tout cas, c'était faux en 2000. Bien sûr, en 2018, vous voyez que la part a augmenté, la part des économies en développement a augmenté à peu près 25 points, puisqu'elle est montée jusqu'à 54%, contre 43% seulement pour les pays développés. Si vous avez remarqué, il manque 3%, c'est les flux d'investissement direct à l'étranger entrant vers les pays en transition. Donc c'est pour ça qu'il manque les 30%. Donc on voit bien que lorsqu'on parle de pays d'accueil, il ne s'agit pas seulement des pays en développement, il s'agit surtout d'ailleurs des pays développés. D'ailleurs, le pays qui reçoit le plus de flux d'investissement direct à l'étranger entrant, ce sont les États-Unis. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est notre section. Ce qu'on va voir, c'est les effets, ou plutôt on va essayer de mettre en évidence les avantages et les limites de ce phénomène, en se focalisant tout particulièrement sur les pays en développement en tant que pays d'accueil. Donc, premier point, petit a, les avantages. Donc, on l'a déjà répété, une firme multinationale implante une filiale dans un pays d'accueil en réalisant un investissement direct à l'étranger. Donc, c'est quoi cet investissement direct à l'étranger? Au fond, pour le pays d'accueil, c'est une entrée de capitaux.
C'est-à-dire que les capitaux disponibles dans le pays d'accueil vont augmenter. Donc ça va permettre à l'économie du pays d'accueil de mieux financer ses différentes activités. D'ailleurs, pour la plupart des pays en développement, cette entrée de capitaux, au fond, se traduit par une entrée de devises. Des devises dont ils ont besoin, d'une part, pour importer les matières premières, les biens d'équipement dont ils ont besoin pour soutenir leur croissance, et d'autre part, ils ont besoin de ces devises pour payer leurs dettes, ce qui est aussi un avantage. Donc, premier avantage, au fond, de la multinationalisation pour le pays d'accueil, c'est cette entrée de capitaux à travers les investissements directs à l'étranger. Maintenant, nous allons voir un autre avantage en nous basant sur une activité de notre manuel, l'activité 6, page 304, intitulée « Multinationales et emploi ». Donc la question est simple, quel avantage peut tirer le pays d'accueil de l'implantation de filiales de firmes multinationales? Je vous rassure, on ne va pas lire tout le texte, on va lire juste les phrases en gras. Selon les estimations les plus pessimistes, plus de 3 millions d'emplois de col blanc américains, col blanc, des cadres, seront délocalisés dans les pays émergents d'ici à 2015, dont près de 500 000 dans les seules technologies de l'information. Le premier pays bénéficiaire de ces relocalisations, l'Inde, qui forme plus de 250 000 ingénieurs anglophones chaque année, et dont la ville de Bangalore, véritable capitale des hautes technologies du pays, compte désormais plus d'informaticiens que la Silicon Valley américaine. Donc le terme important ici, c'est emploi. C'est-à-dire, ce texte nous dit tout simplement qu'il a été écrit en 2004, qu'à partir de là, ils estimaient que 3 millions d'emplois allaient être délocalisés des États-Unis, le pays d'origine au fond, vers l'Inde essentiellement, mais vers d'autres pays d'accueil. Donc, l'idée, le deuxième avantage, c'est qu'il y a création d'emplois. En effet, la société mère, en implantant une filiale dans un pays d'accueil à travers les investissements directs à l'étranger, ce qu'elle fait, c'est soit elle crée une nouvelle entreprise, soit elle acquiert une entreprise déjà établie. Et dans les deux cas, il y a création d'emplois. Qui dit création d'emplois dit distribution de revenus supplémentaires dans l'économie du pays d'accueil. Et donc, les dépenses de consommation augmentent, ce qui favorise une croissance économique plus dynamique. Donc, deuxième avantage, c'est la création d'emplois. D'ailleurs, ce tableau montre l'importance de ce phénomène, puisqu'il retrace, au fond, la part des entreprises multinationales étrangères dans l'emploi d'un certain nombre de pays d'accueil. C'est essentiellement des pays européens ici. Vous voyez bien qu'en 2014, 5% de l'emploi dans le secteur marchand en Grèce relevait de ces firmes multinationales. En Estonie, cette part augmente à 38%. C'est-à-dire qu'en 2014, 38%, les filiales de firmes multinationales étrangères étaient à l'origine de 38% des emplois dans le secteur marchand en Estonie. Et même pour un pays développé comme l'Allemagne, cette part est quand même de 12%, ce qui n'est pas négligeable. Donc ça vous donne une idée sur l'importance de cet avantage qui est la création d'emplois. On va maintenant s'appuyer sur cette activité 7, page 304, pour voir un autre avantage, le raccourci technologique. Historiquement, les transferts de technologie effectués par les entreprises multinationales ont été un élément de rattrapage économique des pays émetteurs par les pays récepteurs. C'est ainsi que les entreprises des États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, de même que les firmes britanniques à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, en se développant à l'étranger, n'ont pas fait qu'exporter des capitaux, mais aussi de la technologie. Je vais aller vers la phrase qui nous intéresse le plus ici, c'est la phrase soulignée. Puisque les sociétés multinationales sont détentrices de cette technologie avancée, elles deviennent le vecteur privilégié du raccourci technologique pour ces pays. Donc les termes importants ici, il y a transfert technologique et raccourci technologique. Comment se fait ce transfert technologique? Ça veut dire quoi? Les filiales implantées vont réaliser un transfert technologique. Au fond, je reviendrai après sur les filiales implantées dans le pays d'accueil partagent nécessairement un peu de leur savoir et savoir-faire et de leur technologie avec les entreprises locales. Je reviendrai sur un peu. Mais pour l'instant, comment se fait ce transfert technologique? Les filiales implantées dans le pays d'accueil vont utiliser des machines plus performantes, vont mettre en œuvre ou en place plutôt des organisations de travail plus efficaces, et elles vont former les travailleurs qu'elles embauchent, les travailleurs locaux. Donc, à partir de là, au fond, les entreprises locales vont bénéficier d'une certaine façon de ces externalités technologiques. Ou alors, elles vont recruter les travailleurs qui ont été formés par ces filiales. Donc, ces entreprises locales vont bénéficier plus ou moins de ces externalités technologiques, du fait que les travailleurs sont mieux formés, pour améliorer leur compétitivité prix et hors prix, et ce qui est un avantage pour le pays d'accueil. Je dis un peu tout simplement parce que ce n'est pas la vocation des firmes multinationales ni des filiales de faire ce transfert. Mais, quelque part,
On ne peut pas faire autrement. Il y a un effet d'imitation. Les entreprises locales voient comment travaillent ces filiales et elles imitent leur façon, par exemple, d'organiser le travail. Elles recrutent les travailleurs qui ont été formés chez les filiales, etc. Donc, nécessairement, il y a quand même transfert technologique, ce qui permet aux entreprises locales de combler le retard technologique, donc de réaliser ce qu'on appelle un raccourci technologique. Donc, un autre avantage de la multinationalisation, c'est la possibilité justement de combler le retard technologique des PED par rapport aux pays développés grâce à ces filiales. Toujours dans le cadre de ce transfert technologique, on va partir là de deux formes de filiales. Les filiales ateliers et les filiales relais. Leur point commun, c'est qu'elles ont une activité productive. Les filiales relais produisent un bien fini, analogue à celui de la société mère. Les filiales ateliers produisent un segment, un composant d'un produit final. Donc ces filiales ont besoin en amont d'intrants, c'est-à-dire de matières premières, de biens de consommation intermédiaire, de produits semi-finis pour pouvoir produire. Or, ces filiales ont des exigences en matière d'intrants. Donc, si une partie de ces intrants provient de fournisseurs locaux, ces filiales vont faire en sorte que ces fournisseurs locaux améliorent, que ce soit en termes de variété ou de qualité et même parfois de prix, leurs intrants, leurs produits qui sont disponibles dans le pays d'accueil. C'est-à-dire que les fournisseurs locaux vont être obligés d'améliorer leurs produits qu'ils vont fournir, les matières premières ou les biens de consommation intermédiaire ou les produits semi-finis qu'ils vont fournir à ces filiales. Donc, si les fournisseurs locaux font cet effort, sont obligés en quelque sorte de faire cet effort, ces améliorations vont aussi profiter normalement aux entreprises locales, à leurs autres clients. Donc, les efforts des filiales pour améliorer leur approvisionnement vont profiter également aux entreprises locales. Elles ne vont pas dire « Ah ben non, pour les entreprises locales, on ne fait pas d'effort ». L'effort a été fait, elles ont amélioré les intrants en question, et donc les entreprises locales vont en profiter, vont avoir donc accès à des intrants de meilleure qualité, plus variés, peut-être à un meilleur prix. Donc là aussi, les entreprises locales vont profiter, au fond, de cela pour améliorer leur compétitivité prix et hors prix, ce qui est un avantage quand même là aussi pour le pays d'accueil. Toujours en restant sur les filiales relais et les filiales ateliers, parce qu'il y a un avantage qui est plutôt spécifique à ces deux. On verra qu'il y a une autre filiale. Si on part des filiales relais, c'est quoi au fond qui rappelle? C'est quoi une filiale relais? Une société mère implante une filiale relais, au fond, pour produire sur le territoire du pays d'accueil le même bien qu'elle produit elle-même. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de produire sur place au lieu d'exporter. C'est-à-dire qu'elle remplace la stratégie d'exportation par l'idée de produire sur place. Donc normalement, pour le pays d'accueil, le fait d'implanter des filiales relais peut se traduire par une baisse de ses importations. Les importations du produit fini qui étaient importés de la société mère, puisqu'il est produit localement. En ce qui concerne les filiales ateliers, c'est une autre logique. Les filiales ateliers, généralement, sont implantées pour fabriquer un composant, un segment du produit final. Et généralement, ce segment, ce composant va être exporté, généralement, tout le temps, il va être exporté vers d'autres filiales, donc vers d'autres pays. Donc, l'implantation de filiales ateliers amène normalement à une augmentation des exportations du pays d'accueil. D'ailleurs, en parlant de hausse des exportations, une autre forme de filiale peut mener à ce résultat. Il s'agit des filiales commerciales, et plus précisément des filiales commerciales qui se chargent d'approvisionner la société mère, c'est-à-dire qu'elles vont exporter les approvisionnements vers la société mère. Donc là aussi, ça se traduit normalement par, en tout cas ça peut se traduire par une hausse des exportations du pays d'accueil. Donc d'un côté, on a une baisse des importations, de l'autre, la hausse des exportations. Pour le pays d'accueil, finalement, tout cela peut se traduire par une amélioration de son solde commercial. Quand je dis amélioration du solde commercial, ça veut dire que le déficit commercial peut être réduit, ou même, voire le pays d'accueil peut arriver à avoir un excédent commercial. Donc là aussi, c'est un avantage, cette amélioration du solde commercial du pays d'accueil grâce à la multinationalisation. D'ailleurs, pour vous donner une petite idée, il y a ce tableau qui retrace ici, au fond, qui montre les parts dans les exportations d'un certain nombre de pays, les parts de ces exportations qui proviennent de filiales. Donc, si vous regardez, un pays comme la Slovaquie, les exportations de filiales dans ce pays représentent 85% des exportations de la Slovaquie en 2014. Pour la Hongrie, c'est 83%. Même pour les États-Unis, qui est quand même un pays c'est le pays développé, mais en même temps, c'est le premier pays en termes de flux d'investissement direct entrant, 27% des exportations proviennent des filiales qui sont installées sur son territoire. Pour la Pologne, plus de la moitié de ces exportations
proviennent aussi de ces filiales. Donc ça montre l'importance, au fond, ou le rôle des firmes multinationales dans le commerce, surtout de petits pays comme la Slovaquie ou la Hongrie. On voit que c'est au-dessus de 80% de ces exportations proviennent, au fond, ou ont pour origine les exportations de ces filiales. Donc ça montre l'importance de cet avantage pour les pays d'accueil, pour les pays, surtout les pays assez petits et très ouverts, qui accueillent une multitude de filiales. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Très simplement, les avantages de la multinationalisation pour le pays d'accueil, il y a 4 grands avantages. Le premier, c'est l'entrée de capitaux à travers les investissements directs à l'étranger. Le deuxième, c'est le fait que la multinationalisation permet, ou généralement se traduit par une création d'emplois dans le pays d'accueil. Troisième avantage, et non négligeable, c'est que l'implantation de filiales permet de réaliser un transfert technologique et donc permet aux entreprises locales, aux entreprises du pays d'accueil, de combler leur retard technologique. Et enfin, l'implantation de filiales, relais, ateliers ou commerciales avec stratégie d'approvisionnement permet parfois d'améliorer le solde commercial du pays d'accueil. Donc voilà pour ce qui est des avantages. Maintenant, nous allons voir le côté obscur de la force. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec l'univers de Star Wars, au fond, on va voir que même si on se contentait de regarder juste ces avantages, on pourrait trouver à partir de ces avantages quels sont les inconvénients. C'est comme si on allait voir le revers de la médaille. Donc, on va voir maintenant les limites. Pour cela, on va s'appuyer sur l'activité 9, page 305 de notre manuel, intitulée « Les multinationales mises en cause par les pays d'accueil ». Donc, la question, c'est quelles sont les limites de la multinationalisation évoquées dans ce texte. Donc, on va prendre peut-être 2 ou 3. Ce texte contient 2 ou 3 limites. Donc, on va y aller petit à petit. Donc, on va lire juste les phrases en gras. Le pays d'accueil se sent à la merci de la fermeture brutale d'une usine, justifiée par un redéploiement dans un pays aux conditions plus avantageuses. Donc, ce qui est, j'ai mis en rouge d'ailleurs, se sent à la merci. C'est assez fort comme terme. Le pays d'accueil se sent à la merci de la fermeture brutale d'une usine. Donc, pour comprendre pourquoi l'auteur utilise ce terme, on va s'appuyer sur un tableau qui montre pour un certain nombre de pays justement la part des filiales, de ces filiales, dans les exportations et dans l'emploi. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, sauf que je les regroupe dans un même tableau ici. Donc, si vous regardez bien, surtout 2 pays, la Hongrie et la Slovaquie, 83% des exportations de la Hongrie en 2014 provenaient des exportations ou étaient des exportations de ces filiales. En Slovaquie, cette part augmente à 85%. Au niveau de l'emploi aussi, on a quand même des chiffres assez élevés. 26% pour la Hongrie, de même pour la Slovaquie, et même pour la Pologne, c'est 27%. Donc, on voit bien qu'il y a un pouvoir économique de ces multinationales. Imaginez ce qui peut arriver si, pour un pays comme la Hongrie ou la Slovaquie, ces firmes multinationales, les firmes multinationales qui ont implanté un certain nombre de filiales chez eux, décident de délocaliser, décident de fermer leurs sites en Hongrie, en Pologne ou en Slovaquie et d'aller voir ailleurs parce qu'il y a de meilleurs avantages ou des avantages plus importants. Vous imaginez les problèmes en termes d'emploi, en termes d'exportation. Donc, il y a une forme de dépendance. C'est pour ça que l'auteur a utilisé ce son à la merci. Il y a une dépendance assez forte, on peut dire. Plus il y a de filiales dans un pays, plus la dépendance de ce pays, la dépendance économique, mais aussi technologique, envers les décisions des maisons mères, est importante. Donc, une des premières limites, d'ailleurs, dans les années 70, on parlait d'impérialisme économique d'une certaine façon, c'est que le pouvoir économique des entreprises multinationales, à travers justement la multiplication de leurs filiales, entraîne une dépendance économique et technologique des pays d'accueil envers les décisions prises par les maisons mères. Donc, première limite, c'est cette dépendance économique et technologique qui peut être très forte. Passons à autre chose, s'il veut bien. Donc, on va s'appuyer sur l'activité 9, page 305 de notre manuel, pour voir une autre limite. On va lire, comme d'habitude, les phrases en gras. Dans le pays d'accueil, les entreprises redoutent l'aggravation de la concurrence. Peur des industriels de l'automobile américaine devant l'implantation des firmes japonaises ou des Européens face aux investissements japonais en Grande-Bretagne. Donc, ici, le terme important, c'est concurrence. Ça veut dire quoi, au fond? Donc, l'idée, elle est simple. Imaginons qu'une société mère implante une ou plusieurs filiales relais dans un pays d'accueil. Donc, l'idée, pour la société mère, pourquoi elle implante la filiale relais, on l'a déjà vu, c'est tout simplement pour vendre davantage. Pour elle, le pays d'accueil, c'est un pays de commercialisation. C'est là, elle va produire un bien analogue, cette filiale relais, un bien analogue à la société mère, localement, pour justement gagner des parts de marché. Donc, la filiale relais va entrer en concurrence avec les entreprises locales qui fabriquent le même bien ou qui sont dans le même secteur. Donc, le problème, c'est que souvent, ça arrive, surtout dans les pays en développement, c'est que les entreprises locales sont peu compétitives et donc
suite à cette concurrence, elles font faillite. C'est ce qu'on appelle l'effet de concurrence, c'est un effet plutôt négatif. C'est-à-dire qu'ici, les entreprises locales ne peuvent pas supporter cette concurrence, elles font faillite. Donc, on va, grâce à la filiale relais, il y a une création d'emplois, mais la destruction d'emplois qui va faire suite à la disparition d'un certain nombre d'entreprises locales sera beaucoup plus importante. Donc finalement, l'effet sera plutôt négatif, parce que l'implantation de filiales relais, surtout, peut entraîner la disparition d'une partie plus ou moins grande du tissu industriel du pays d'accueil. Donc une autre limite, c'est cet effet de concurrence, c'est le fait qu'on risque, en tout cas il y a le risque pour un certain nombre de pays en développement, de pays d'accueil, de perdre une partie de leur tissu industriel suite à cette concurrence des filiales, surtout des filiales relais. Toujours avec cette activité 9, page 305, on va voir une autre limite. On redoute enfin que les multinationales n'implantent que des activités bas de gamme à faible valeur ajoutée, peu respectueuses de l'environnement, ou encore qu'elles ne pillent le savoir-faire technologique et organisent l'exode de cerveau, brain drain, vers le pays foyer. Je m'excuse pour mon anglais. Donc, j'ai souligné, ou j'ai mis en rouge, peu respectueuses de l'environnement, mais ça dépasse un peu ça. C'est-à-dire qu'on va parler, au fond, des normes sociales et environnementales dans les pays d'accueil. En effet, il faut comprendre l'idée. Les firmes multinationales ont le monde entier à leur disposition. C'est-à-dire qu'elles vont mettre en concurrence les différents États à travers la mobilité internationale des capitaux. Elles ont le choix entre une centaine, presque 197 pays. Elles ont le choix où est-ce qu'elles vont où est-ce qu'elles vont implanter leurs filiales. Donc, elles mettent en concurrence les États. C'est-à-dire quoi, mettre en concurrence les États? C'est-à-dire qu'elles vont mettre en concurrence les salariés. Donc, elles vont aller pour les segments intensifs en travail vers les pays où les salariés sont le moins bien payés, où les systèmes sociaux sont inexistants, pas de cotisation sociale, pas de protection sociale, donc, où les systèmes fiscaux sont avantageux pour la firme multinationale, mais pas pour les États, parce que si un État, pour attirer justement ses filiales, décide de les exonérer d'impôts, c'est l'État qui se retrouve avec moins de moyens pour financer des services publics de première importance, comme la santé, l'éducation, etc. Et même au niveau des normes environnementales, c'est-à-dire que les firmes multinationales cherchent parfois à implanter les filiales qui ont un segment, par exemple, polluant, un segment du produit final où l'activité est polluante. Donc elles vont chercher à s'éloigner des pays où les normes environnementales sont plutôt assez exigeantes, vers les pays qui proposent des normes environnementales assez faibles, ou même, voire inexistantes. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Au fond, la volonté des États d'avoir le plus de filiales chez eux, cela peut se traduire par, au fond, une dégradation de la situation sociale et environnementale des pays d'accueil. Donc, que ce soit à travers, au fond, c'est comme si on cherchait le moins-disant, c'est-à-dire que les firmes multinationales cherchent le moins-disant en termes sociaux, les pays où les salariés ne sont pas protégés, où les salariés n'ont pas le droit d'être syndiqués, les pays où les normes environnementales sont complètement inexistantes. Par exemple, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, le gros problème, c'est le recyclage du plastique. C'est-à-dire que depuis que la Chine a décidé de ne plus accepter les déchets de plastique en provenance des pays développés, en Asie du Sud-Est, essentiellement en Thaïlande, d'autres pays acceptent ces déchets et ça pose un sérieux problème. Donc, le fait que les pays, une des limites de la multinationalisation, c'est justement la possibilité que la situation sociale et environnementale d'un certain nombre de pays d'accueil se dégrade. Restons pour terminer avec cet exemple, comme d'habitude, de pays d'accueil avec un certain nombre de filiales. Ce qui peut arriver, on l'a vu lorsqu'on parlait des avantages, mais les filiales relais surtout et les filiales ateliers ont besoin d'intrants. Sauf que dans la plupart des cas, ces intrants sont importés, soit de la société mère, soit d'autres filiales. Donc, ces filiales importent massivement leurs intrants. Donc, cela va se traduire par une augmentation des importations du pays d'accueil. De même, ces filiales, généralement, rapatrient une partie, voire la totalité de leurs revenus vers le pays d'origine ou vers d'autres cieux plus cléments. Et donc, le rapatriement des revenus, au fond, se traduit par une sortie de capitaux, ce qui est désavantageux pour le pays d'accueil. Donc là, on a deux limites, de certaine façon. La dégradation possible du solde commercial, parce que si les filiales importent presque tous leurs intrants de l'étranger, leurs importations vont augmenter. Et deuxième limite, c'est que généralement les filiales qui réalisent des bénéfices vont rapatrier la totalité de ces bénéfices vers le pays d'origine. Et donc il y aura une sortie de capitaux, ce qui est une limite, ce qui constitue un risque pour le pays d'accueil. Donc voilà, on a terminé avec ces limites. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc les effets négatifs ou les limites de la multinationalisation sur les pays d'accueil.
Première limite que nous avons vue, c'est une dépendance accrue, importante, envers les décisions des maisons de mer. Deuxième limite possible, c'est la dégradation de la situation sociale et environnementale du pays d'accueil par souci d'attractivité. Tous les États, tous les pays cherchent à attirer ces filiales, donc ça peut mener vers une dégradation généralisée de la situation sociale et environnementale, surtout dans les pays en développement. L'effet de concurrence, on a dit que dans certains pays en développement, les entreprises locales n'ont pas les moyens de résister à la concurrence imposée par des filiales relais, et donc elles disparaissent, destruction d'emplois, destruction d'activités. Donc la disparition d'une partie du tissu industriel est une limite aussi. Et enfin, l'implantation de filiales se traduit généralement par une sortie de capitaux, rapatriement des bénéfices par exemple, et une dégradation possible du solde commercial. Voilà les limites de la multinationalisation sur les pays d'accueil. Pour terminer maintenant avec ce cours, il ne reste pas grand-chose, je vous conseille d'aller voir sur EduNet 2 sessions du baccalauréat. Les 2 sessions, au fond, leur sujet, la session de contrôle du baccalauréat 2013 et la session principale baccalauréat 2016, les 2 sujets reprenaient, au fond, toute la section. Donc, le sujet, par exemple, pour le baccalauréat 2013, c'est dans quelle mesure, donc dans quelle mesure, c'est un sujet nuancé, hein, il aurait pu dire, peut-on affirmer, dans quelle mesure l'implantation des firmes multinationales à l'étranger est-elle bénéfique aux économies des pays d'accueil? L'autre sujet, c'est à peu près c'est différent, mais après vous verrez qu'au niveau du développement, c'est la même chose. Montrer que pour le pays d'accueil, les effets de l'implantation des firmes multinationales ne lui sont pas toujours bénéfiques. Donc, les seules différences ici, c'est un peu la problématique. Pour le premier sujet, la problématique, c'est quels sont les effets de la multinationalisation sur les économies du pays d'accueil. Donc là, on va avoir 2 parties. Une première partie où on va parler des bienfaits. Donc, la multinationalisation est favorable aux pays d'accueil dans la mesure où elle présente plusieurs avantages, si vous vous rappelez, la création d'emplois, l'entrée de capitaux, etc. La deuxième partie, ce sont les limites. La multinationalisation est défavorable à ces pays parce qu'elle présente certains risques. De même pour la session de 2016. La problématique, un peu différente, mais ça revient même au fond, les effets de l'implantation des firmes multinationales sur le pays d'accueil sont-ils toujours bénéfiques? Donc, l'important ici, c'est toujours. Ils ne sont pas toujours, justement. Donc là aussi, on aura 2 parties. Une première partie où on va voir les effets bénéfiques de cette implantation de firmes multinationales pour le pays d'accueil, et une deuxième partie qui se focalisera sur les effets négatifs de l'implantation des firmes multinationales sur le pays d'accueil. Je vous ai parlé de ces 2 sessions parce que vous pouvez trouver les corrigés et que ça peut constituer une bonne révision. On n'a plus beaucoup de temps. Vous lisez les corrigés, c'est une révision de cette section, au fond. Voilà, j'espère que cette séance vous aidera un tout petit peu dans ces jours un peu compliqués, avec la chaleur et tout, pour mieux réviser votre programme d'économie. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Je voulais remercier les techniciens, bien sûr, qui ont assuré toutes ces séances avec tous les professeurs qui sont passés, mon inspecteur qui a eu beaucoup de patience, et puis je vous remercie, vous. Merci et bon courage, Inch'Allah Benjer. Au revoir.